Donc, bien sûr, pour installer cette architecture, il nous faut une partie serveur et une partie Android. Alors, pour partie serveur, pour l'installation, le démarrage du serveur, il nous faut un serveur à installer. Donc, on peut installer, par exemple, si on est sur Windows, on peut installer WAMP Server. Pour l'installer, il faut aller sur ce lien-là. Et pour le démarrer, bien sûr, il faut aller dans l'onglet Démarrer, tous les programmes, WAMP Server et Start WAMP Server. Alors, s'il devient vert comme le schéma, donc ça marche. S'il devient orange, c'est qu'il y a un conflit de port entre le WAMP Server et les produits I2S de Microsoft. Donc, il faut gérer ce problème-là. Alors, si on est sur Mac, on peut installer MAMP Server. Pour l'installer, il faut aller dans ce site-là et bien sûr, une fois installé, on peut le démarrer. Et lorsqu'on démarre, les deux serveurs, serveur Apache et serveur MySQL, deviennent verts et on peut commencer le travail. Alors, si vous êtes sur Linux, on peut installer LAMP Server. Pour l'installer, il faut télécharger le serveur à partir de ce lien-là et le démarrer. Et bien sûr, pour WAMP, MAMP et LAMP, c'est le même produit, sauf ça change selon la plateforme. WAMP, c'est Windows, Apache, MySQL, PHP. WAMP, le W, ça correspond à Windows. Pour le MAMP, c'est le même produit, sauf il est destiné aux produits d'Apple. Ça veut dire Mac, c'est MAMP. Et le Linux, bien sûr, LAMP, c'est pour Linux. Et ce n'est pas le seul serveur qu'on peut installer. On peut installer Xampp. Il y a d'autres alternatives. Ça, c'est juste à titre d'exemple. Alors, après avoir bien sûr installé le serveur, qu'est-ce qu'il nous faut? On peut, grâce à l'outil phpMyAdmin, on peut créer une base de données et une table dans lesquelles on va stocker les données transmises par notre application Android. Donc, après avoir installé le serveur et démarré le serveur, après avoir créé la base de données et les tables, qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est quoi le lien entre Android et la base de données distance? Il nous faut quoi? Il nous faut un web service. Un web service. Alors, ce web service-là, oui, on va l'écrire en PHP. Comme on avait dit, le PHP, c'est un langage serveur. Donc, ce web service, au début, alors cette syntaxe-là que vous voyez, c'est pour se connecter le web service avec la base de données. C'est bon? Toutes ces données-là, root, localhost, DB, ce sont des données de connexion. Root, ce sont par défaut les informations du serveur, c'est le username et le password. Et bien sûr, le nom du serveur, c'est localhost et le nom de la base de données. Et puis, on crée une instance pour réaliser une connexion entre le web service et la base de données. Alors, si ça marche, ça va afficher connected successfully, ça veut dire connecté avec succès. Et sinon, il va nous afficher que c'est pas qu'il n'a pas réussi à se connecter à la base de données. Donc voilà, la partie serveur est prête. C'est bon? Donc, puisque nous avons créé le web service, qu'est-ce qu'il reste à faire pour ce web service? Il reste à l'exécuter dans le serveur. Alors, pour l'exécuter dans le serveur, on doit le placer dans un dossier de serveur. Alors, si on est sur Windows, on doit placer ce script PHP dans le dossier c2.wamp www. Alors, si on est sur macOS, on doit placer ce script-là dans Applications map htdocs. Et si on est sur Linux, on doit placer ce script-là dans le dossier var www.html. C'est bon? Donc voilà, la partie serveur, elle est prête pour être utilisée. Alors, qu'est-ce qu'il reste maintenant? La deuxième partie, c'est la partie Android. Alors, puisque ici, on va se connecter avec un serveur dans une base de données, pour une base de données distance, bien sûr, on va utiliser le protocole HTTP. Pour le protocole HTTP, il nous faut une autorisation. Bien sûr, notre application doit être autorisée pour se connecter au serveur. Alors, pour être autorisé, il faut rajouter la permission dans le manifeste.xml. Cette permission, android.permission.xml.
Internet. Alors, maintenant, notre application elle est permise de se connecter à Internet. Alors, qu'est-ce qu'il reste? La dernière étape? Voilà, donc partie serveur elle est prête, la connexion est établie en utilisant la permission Internet. Qu'est-ce qu'il faut? Bien sûr, il faut un code Java à l'intérieur de notre application pour pouvoir communiquer avec quoi? Avec le web service, parce que c'est le web service qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre l'application Android et la base de données distante. Alors, pour communiquer avec le web service qui joue le rôle d'intermédiaire entre l'application Android et la base de données distante, nous allons utiliser des classes qui héritent de la classe asynchrone task, car cette classe permettra de communiquer avec le serveur par un thread en tâche de fond afin d'éviter le blocage de l'application durant le temps de l'envoi des requêtes et la réception des réponses à destination en provenance du serveur. Alors pour écrire ce code-là, on va utiliser quoi? On va utiliser la classe asynchrone task. C'est quoi une classe asynchrone? C'est une classe abstraite dans laquelle on peut programmer un thread qui va jouer. C'est un thread de fond, ça veut dire qu'il va travailler en tâche de fond. C'est bon parce que pour l'envoi des requêtes et la réception des réponses, ça prend un peu de temps. Donc pour ne pas bloquer l'interface graphique, le travail de l'application, on choisit de faire ce travail-là dans un thread en tâche de fond, donc qui travaille derrière. C'est bon? Pour utiliser ce thread-là, on peut utiliser la classe asynctask. Alors, c'est quoi une asynctask? Comme on avait dit, une tâche asynchrone est une classe abstraite qui fonctionne sur un thread en arrière-plan et dont le résultat est publié sur le thread principal. Ça veut dire le thread qui va animer l'affichage. Alors, une tâche asynchrone est définie par 3 types génériques appelés le paramètre, la progression et le résultat, ainsi 4 étapes appelées ou bien 4 méthodes appelées. La première, c'est on pre-execute, do in background, on progress update et on post-execute. Alors bien sûr, pour les async tasks sont utilisés pour des utilisations courtes, ça veut dire quelques secondes de plus. Alors si on a des opérations de longue durée, il est fortement recommandé d'utiliser d'autres API comme executor, thread pool executor et future task. Alors je regarde les retardataires. Alors, comme on avait dit, les types génériques d'async task, il y a 3 types génériques, les paramètres, le progrès, le résultat. Le type param, c'est le type des paramètres envoyés à la tâche lors de l'exécution. Et le progrès, le type des unités d'état publiées lors du calcul de fond. Et le résultat, c'est le type de résultat du calcul en arrière-plan. Donc, vous allez comprendre ces choses-là avec un exemple. Pardon? Je m'excuse.